Bonjour chers membres de la communauté du savoir. Nous sommes au salon du livre de Dourdan. Je suis donc ravi de vous accueillir ici. Nous allons voir un peu les auteurs qui sont présents ici. Bonjour, je suis avec Alice Garbet. Vous pouvez nous parler de votre œuvre, Alice? Oui, tout à fait. Alors en fait, mon œuvre, elle est essentiellement basée sur des contes et romans illustrés pour la jeunesse. Ça va dès 3 ans, des contes qu'on peut lire le soir avec les enfants en lecture accompagnée, 3 ans en lecture accompagnée, dès 5-6 ans en lecture seule. Et ensuite jusqu'au collège, jusqu'au fin collège, avec des adaptations de textes classiques, des traductions de textes de l'ancien français au français. Il y a un peu tous les sujets pour les enfants. Et alors au niveau des sujets, on a du conte traditionnel, on a du roman très historique, basé sur des tranches historiques très ciblées, l'épopée napoléonienne. Vous avez l'épopée napoléonienne? L'épopée napoléonienne, Zéphyr, c'est en fait l'histoire d'un cheval pendant l'épopée napoléonienne qui est retrouvé au lendemain de la bataille de Waterloo. Ah, ok, comme c'est original. Une certaine bataille, et qui raconte toute son épopée. Donc il y a tant de l'épistolaire que du roman. Et voilà, de la mythologie grecque, les croisades, les conquistadors et les adaptations de textes classiques où là on est spécialisé dans la littérature médiévale. Ah oui, excellent. J'ai un peu étudié l'histoire et je connais un peu les médiévales, etc. C'est très intéressant. Les traductions ancien français, français moderne pour rendre universel en adaptant, en respectant l'univers, le vocabulaire. Le goupil le renard reste le goupil le renard et l'enfant comprend très bien que le renard c'est le goupil. Très bien Alice, je vous remercie. Voilà, les passionnants Alice Garbet, ça donne vraiment envie. Très bien, bon, nous avons là tout ce qui concerne la ville de Dourdan en elle-même, l'hôtel Dieu, tout ce qui est historique, l'histoire de Dourdan. C'est très beau, les amis du château de Dourdan. Maintenant avec Marlène Lafarge. Alors Marlène. Bonjour. Je vous présente mes 4 romans dans un domaine que j'affectionne terriblement, c'est le paranormal. Ah oui, intéressant. Oui, tout à fait, merci. J'aime beaucoup. Alors, en quelques mots, mon premier roman, Le grain de riz, parle du coma. Que se passe-t-il pour une personne qui se trouve dans le coma? L'esprit n'est pas mort, il est ailleurs, il vit autre chose. C'est quelque chose de positif que je veux faire passer dans ce roman. La personne qui traverse cette dramatique expérience va vivre quelque chose de magique, de positif et d'extrêmement enrichissant. Le grain de riz, donc mon premier roman. La suite, Le grain de vie, qui raconte ici l'histoire d'un retour de coma. Donc avec Le grain de riz, on a une femme dans le coma. Le grain de vie, qui est sa suite, donc avec les mêmes personnages, évoque un retour de coma. J'ai également quelque chose de plus doux, dans un autre domaine, mais toujours dans le paranormal, La requête d'un ange, l'histoire d'une belle amitié entre une petite fille et un esprit. Et enfin, mon dernier roman, Dans la réalité du rêve. Ici, je fais entrer dans la thématique la vie après la vie, la mort. Que se passe-t-il lorsque l'on se trouve dans l'au-delà? Je raconte l'histoire d'une femme en fin de vie qui va accepter de partir plus tôt pour accomplir une mission qui lui est demandée et qu'elle accepte. Voilà. Je vous remercie Marlène. Merci à vous. J'espère que ça se vendra bien et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. À bientôt. Monsieur André Lecam, vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites? Écoutez, c'est très simple. Regardez cette image. C'est moi quand j'étais tout petit, je suis tombé dedans. Donc, tous mes livres ne parlent que d'une chose, c'est le voyage. Le voyage, ah, ok. C'est la fugue, voilà. Là, c'est la manière dont je voyage aujourd'hui. Ah, ok. Donc vous voyez, là, en général, je marche et mon vélo porte mes bagages. Ok, très bien. Ce roman-là raconte comment je voyageais auparavant, c'est-à-dire on le repousse, et là j'avais les cheveux un peu plus longs et un peu plus drus. Ouais. Ici, ce sont des histoires courtes, comme disent les Anglais, et donc ça raconte également tout un tas d'anecdotes ramassées, alors ici tout en Amérique du Nord, et ici un peu partout. Voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup. De rien. Donc je suis maintenant avec monsieur Jean-Paul Devos. Monsieur Devos. Et donc je propose ici deux ouvrages qui sont des traductions
Donc le premier est un ouvrage qui a été écrit par un physicien britannique en 1926. Donc ce physicien était un petit peu député de constater que les avancées de la science étaient peu, voire pas incorporées dans l'économie. Et donc c'est ce qui s'est amené à sortir un petit peu de son terrain habituel pour sortir cet ouvrage où, sur la base de réflexion, de personnes qui s'étaient penchées sur le sujet à la fin du 19e siècle, avec son esprit de physicien, développer dans cet ouvrage les principes de l'économie scientifique. C'est-à-dire qu'il repose sur non plus comme paramètre fondamental les flux réversibles de monnaie, mais des flux réversibles d'énergie qui s'écoulent d'une forme disponible à une forme indisponible et en tirant un travail utile, donc dans tout acte économique élémentaire. Et donc ici c'est une traduction d'un ouvrage plus récent qui est de 2009, c'est un physicien américain qui lui s'intéressait aux questions d'évolution, de théorie d'évolution des civilisations. Et donc où il constatait que tous les modèles qui étaient proposés dans les publications ne parvenaient pas à expliquer de manière unifiée le fait que toutes les civilisations connues depuis le début de l'histoire humaine ont fini par décliner. Et donc comme moi, il est tombé par hasard sur cet ouvrage plus ancien du physicien anglais Frédéric Soddy, qui a été prix Nobel de chimie d'ailleurs. Et donc c'est là où il s'est dit, voilà, les paramètres qui manquent pour que le modèle tienne, c'est les paramètres physiques de l'économie scientifique. Parce que les modèles anciens, sur l'évolution des civilisations, basaient principalement sur la psychologie humaine. Donc en incorporant les deux, et dans cet ouvrage, il propose un modèle unifié d'évolution des civilisations qui explique pourquoi toutes les civilisations déclinent. On est dedans en ce moment. Ah oui, ça vraiment, voilà. C'est sûr qu'on est dedans en ce moment. Voilà, de manière globalement résumée, très bien, de ces deux livres. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes maintenant avec la charmante Émilie Cour. Émilie, bonjour. Donc voilà, écoutez, je m'appelle Émilie Cour, je suis auteure et j'ai créé ma maison d'édition qui s'appelle Éco-Édition. Et donc ici, je suis là pour vous présenter la maison d'édition qui est une maison d'édition généraliste. On publie donc de la science-fiction avec Soleil Aboli qui est ici présent. Également Maman Ravie, c'est de l'humour. On a des thèmes de société, on a de la fantasy, du sentimental. Voilà, un petit peu tout ce qui est littérature. On a des aventures un peu plus étranges, etc. Et aussi de la jeunesse. Donc là, je suis venue en fait avec 3 de mes auteurs qui sont dans ma maison d'édition pour voir en fait nos écrits en force. Et nous avons le plaisir maintenant d'être avec monsieur Henri Végel. Oui, alors moi je suis un auteur de romans thriller, romans policiers mais plus particulièrement thriller. Et en fait j'ai écrit 14 romans, donc ça c'est mon 14e ou tout dernier, et qui est le 3e de la trilogie de Némésis. Némésis étant la déesse grecque de la vengeance, donc l'histoire est une histoire de vengeance. Alors au départ c'est un garçon qui est un comptable parisien, sans problème, vie tranquille. Un jour il hérite d'une entreprise familiale et très vite il comprend que le microcosme de la ville où il est trame contre lui pour que son entreprise soit rachetée par un groupe américain, donc sujet d'actualité. Et là en fait lui il va s'opposer à ça, on va lui faire un procès dans lequel on va lui sortir un faux contrat qui aurait été soi-disant signé par son oncle avant sa mort et qui va être avalisé par un juge corrompu et il va tout perdre, y compris ce qu'il avait avant. À la suite de ça, tout à fait fortuitement, il rencontre un de ses vieux amis avec qui il était à l'armée et qui implicitement vont lui apporter des moyens qui vont lui permettre de commencer une vengeance à la Némésis, une vengeance particulière contre chacun des 8 protagonistes, notamment donc, le banquier, le notaire, l'avocat, le juge en question, à qui il va faire manger son propre jugement, accompagné d'une carafe d'eau quand même parce qu'il faut rester humain, et après avoir de l'avoir tué. Il faut être un minimum syndical. Et vous n'avez pas été un peu inspiré par Monte Cristo moi j'adore le conte de Monte Cristo, ça vous a pas un peu inspiré? C'était une de mes premières lectures quand j'étais enfant. Ma mère nous a mis ma sœur et moi dans les lectures avec un bon choix. Avec Alexandre Dumas, etc. Ben, moi aussi qui était bien écrit d'une part et surtout intéressant à lire pour les enfants. Tout à fait. Moi aussi j'adore Alexandre Dumas. Moi aussi depuis enfant,
Je suis passionné par Alexandre Dumas. Moi, c'était ma tante qui m'offrait, depuis que j'ai peut-être 9-10 ans, elle m'offrait tous les Alexandre Dumas. Par contre, il y avait quelque chose avec le Comte de Monte Cristo, c'était que, par contre, le Comte de Monte Cristo, contrairement aux Trois Mousquetaires, etc., je le lisais, j'arrivais pas à apprécier, et j'ai attendu d'avoir à peu près 18 ans pour le lire et vraiment l'apprécier et bien le comprendre. Et là, j'ai adoré. À partir du moment où je l'ai lu entièrement, c'était formidable. Alors également, Henri Végel, je vois que vous avez une autre trilogie. Précédemment, j'ai écrit la trilogie de la Loge, donc qui est une saga familiale, donc un thriller aussi, mais en nuances. Et en fait, l'histoire, c'est au départ deux jeunes Auvergnats en 1952 qui montent à Paris sans argent. Et lui, il va être concierge dans l'immeuble bourgeois du 16e arrondissement, où ils vont faire connaissance d'une dame âgée, Jeanne, qui est riche, et ils vont signer d'amitié avec elle. Il va naître une espèce de relation à la Bettencourt entre eux. Et pendant 2 années, ils vont vivre dans le confort de son argent. Malheureusement, un jour, elle décède, et là, ils comprennent tout de suite que pour eux, ça va être fini, ils n'auront plus rien. Donc, ils réfléchissent vite dans la journée, et dans la nuit, ils vont rentrer le corps dans le bois de Meudon. Ils disent rien, personne, ils laisseront qu'elle est toujours vivante, et ils continuent à profiter de son argent jusqu'au jour où une nièce qui n'était pas prévue au programme débarque. C'est le début de leur voyage. Ça a l'air très intéressant et très original. Donc il est suivi de 2 tomes, là, donc des neveux et nièces qui arrivent de leur fortune plus tard, et le 3e tome, leur fille. Et là, celui-ci, le 3e, a reçu le prix Maurice Bouvier 2017. Un prix qui est remis par l'ancien policier de l'anti-gang, donc l'ancienne équipe Pellegrini, qui avait stoppé Mesrine dans les années 80. Très bien, je vous remercie, Henri Végel. Avec plaisir.